Salut à tous et à toutes et bienvenue dans Caféine pour une nouvelle émission et de nouvelles chroniques de l'informatique, de l'histoire, de la musique et la chronique Bliss et Natura dans laquelle nous parlerons d'une nouvelle plante. Mais tout de suite, la rentrée 2014 de notre informaticien favori. Je vous avais conté l'infortune de notre camarade qui, suite à un problème technique d'incidence grave, avait perdu ses données et dans le même temps sa chronique. Cette dernière était donc manquante lors de notre rentrée. Mais le voici de retour, la tête haute, les cheveux au vent. Façon de parler, effet de style, la fenêtre est fermée. Mais voici la rentrée de notre chroniqueur informatique. Salut à tous, je suis de retour à Caféine après une très mauvaise surprise que m'a faite mon ordinateur. Mais pas d'inquiétude, la machine va très bien. Par contre, je n'étais vraiment pas de bon poil lorsque mes fichiers ont été rendus inaccessibles la semaine dernière. Bref, pour cette chronique, je vais vous parler de quelque chose de beaucoup plus réjouissant. Le Consumer Electronics Show, appelé aussi affectueusement le CES par tous les geeks de la planète. La semaine dernière, je n'ai pas pu vous en parler alors qu'il venait juste de débuter, mais 7 jours plus tard, il y a de quoi faire. Le CES est un salon de l'innovation qui a lieu à chaque début d'année en janvier aux États-Unis à Las Vegas. Ce grand rassemblement est plus ou moins l'occasion la plus importante de l'année pour les grandes marques qui veulent exhiber leur production électronique devant des acheteurs potentiels du monde entier. C'est surtout un moyen d'attirer l'attention, il faut voir tout ceci comme la meilleure vitrine du monde. Mais ce n'est pas qu'une simple série de présentations de produits. On y retrouve tout autant des nouveautés prévisibles, comme de meilleurs écrans, des composants plus performants, mais aussi des petits gadgets qui seront à la mode un jour prochain ou des innovations qui promettent des progrès incroyables dans de nombreux domaines. Et pour cette chronique spéciale CES, je vous ai rassemblé en deuxième partie un petit récapitulatif des choses qui surprennent pas mal les visiteurs. Mais parlons d'abord de ce qui est commun à tous les CES des années précédentes. L'ancien chroniqueur des actualités geeks, Raphaël, avait déjà fait avant de nous quitter le tour du CES 2013 et ce qui en ressort, c'est beaucoup de publicité, quelques surprises et le prestige des grandes marques comme Samsung, Apple ou Microsoft qui ne cessent de s'étendre. Croyez-moi, cette édition 2014 ne fait pas exception. Tout d'abord, l'accroissement de la qualité, l'augmentation hallucinante des performances. On voit apparaître des téléviseurs à la norme Ultra HD 4K, alors que cette mention était, il n'y a pas si longtemps, la preuve d'une grande avance sur la concurrence. De plus, la mode des téléviseurs au design audacieux s'est bien répandue, puisque Samsung, LG, Toshiba et bien d'autres ont présenté des téléviseurs de très haute définition, à écran incurvé, écran souple et incurvable et tout ce qui va avec. Toshiba a même surpris en exhibant un écran 4K en 21/9, c'est-à-dire qu'il correspond en fait à la norme 5K. Des écrans battent des records de taille, de beauté de l'image, mais le point très négatif, c'est que tous ces modèles, absolument tous, ont un prix à la hauteur de leur performance. Mais bon, les prix totalement exagérés de leurs produits n'empêchent pas les constructeurs donc d'accompagner leurs écrans d'une foule de nouveaux accessoires compatibles. Vidéoprojecteur 4K, lecteur Blu-ray compatible, caméra compatible. Pour équiper toute sa maison, il faudra bientôt vendre toute sa maison. Mais il n'y a pas que des écrans hors de prix dans le monde merveilleux du CES. Ainsi, si vous adorez avoir toujours le dernier ordinateur ou smartphone à la mode, commencez à commander car vous allez vite trouver votre bonheur. Bien que le PC traverse une crise importante puisque les utilisateurs se retournent maintenant vers les tablettes, on voit quelques machines qui prouvent encore que les ordinateurs sont encore dans la course. Prenez par exemple le Transformer Duet, le nouveau chouchou de chez Asus. Cet hybride PC-tablette tourne à la fois en hybride sous Windows et sous Android et il est possible de changer de système d'exploitation grâce à une simple application installée par défaut en gros 4 secondes. Côté caractéristiques, le Transformer Duet est dans la norme du haut de gamme actuel. Résolution HD ou Full HD en fonction de la version, processeur Intel Core i7, 4Go de RAM, un disque dur de 1 Teraoctet et surtout l'alléchante possibilité d'intégrer un disque SSD.
Le tout fait pas moins de 2 kilos et pas mal du tout, et à un prix qui débute à 600$. Par ailleurs, les smartphones sont toujours à la fête, avec de nouveaux modèles, notamment un smartphone modulable présenté par la société ZTE. Le principe est simple, on crée son smartphone à partir de différents modules choisis par le client. C'est un projet qui permettrait d'adapter la conception de son smartphone à son mode de vie. Et c'est vraiment prometteur. Fini les smartphones qui se ressemblent tous, tels une armée de clones. Et fini les appareils trop souvent remplacés parce que leurs fonctions ne sont plus suffisantes. Le but avoué est même de créer, et là c'est assez étonnant, de créer une plateforme d'échange de modules entre utilisateurs. Assez malin. Mais en cette année 2014, année de modernité, les drones s'intègrent de plus en plus dans les achats des particuliers. Ces petits appareils anciennement militaires sont le plus souvent pilotés par un smartphone ou une tablette et ont fait une apparition remarquée au CES. Le premier, appelé Mini Drone, pas très original, est un quadricoptère assez petit qui comporte tout de même des fonctions intéressantes. Piloté par Bluetooth avec une portée allant jusqu'à 50 mètres et une autonomie de 6 à 7 minutes, ce nouveau petit drone a été annoncé comme moins cher que ses concurrents, même si aucun prix officiel n'a été annoncé. On espère un chiffre en dessous de la centaine, enfin on peut rêver. Le deuxième drone que j'ai remarqué est le Jumping Sumo, un drôle d'appareil arrondi encadré par 2 grosses roues. Même caractéristique que son voisin, même si son autonomie sera bien supérieure, 20 minutes environ. Là où ce drone plus petit qu'un ballon de football innove, c'est qu'il se déplace en roulant et en faisant des sauts de 3 mètres, ce qui donne une démarche assez bizarre. Et pour rester dans le domaine de la mécanique, je vais vous parler du célèbre concepteur de voitures haut de gamme, Audi. La marque semble avoir une nouvelle politique de modernité en ce qui concerne les options et les fonctions supplémentaires ajoutées aux automobiles. Et ce n'est pas pour déplaire aux amateurs de science-fiction, puisque la toute nouvelle voiture de tourisme présentée, la Sport Quattro Laserlight Concept, désolé pour le nom un peu complexe, est équipée de phares laser. Ces phares sont capables d'être 3 fois plus lumineux que des phares standards et ont une portée incroyable de 500 mètres. Personnellement, je n'aimerais pas croiser une telle voiture, les avoir dans les yeux, ça ne doit pas être agréable. Mais ce n'est pas tout, car la nouvelle voiture du futur est équipée d'un prototype de pilotage automatique qui pourra assister à la conduite dans des situations ennuyeuses comme des embouteillages et vous réveiller si vous vous endormez au volant. D'autres prototypes comme un système de reconnaissance des feux tricolores sont aussi en train d'être testés. Et avant de passer à mon coup de cœur pour ce CES 2014, je fais un petit crochet par le rayon imprimante 3D. Si ces machines permettant de produire des structures plastiques en 3 dimensions sont très pratiques, la phase de conception du modèle numérique prend du temps. Une solution est apparue au salon, justement un scanner 3D à main. Le petit bidule, semblable à nul autre, se nomme Sense, se tient dans une main et permet de scanner une structure pour la reproduire ensuite avec une imprimante 3D, même si évidemment le résultat final n'est pas aussi parfait qu'une image 3D habituelle. C'est donc un nouvel accessoire dans la lignée de l'impression 3D qui fera un tabac, j'en suis certain. Et voici mon petit préféré que je tiens à vous faire connaître avant la fin de cette chronique. Le Fleur One est une coque pour iPhone qui comporte un système de caméra. Assez discret, même s'il augmente un tout petit peu l'épaisseur de la coque standard, ce système permet de détecter la chaleur émise par les objets ou les êtres vivants, ce qui vous permet d'obtenir une image thermique en temps réel pendant 2 heures grâce à une batterie intégrée. Pas mal pour jouer les espions amateurs avec votre smartphone. Si vous aussi, vous avez un malicieux petit courant d'air qui glace votre maison et vous refroidit les orteils, vous pourrez bientôt payer à votre smartphone un œil de serpent, histoire de trouver la fuite. Plus sérieusement, même si la portée est faible et certainement en dessous du niveau des lunettes de vision nocturne militaires, je trouve l'idée originale, franchement. Le petit gadget sera bientôt disponible au prix de 350$ et sera même porté sur Android s'il rencontre suffisamment de succès. Voilà, c'est la fin de cette chronique consacrée au CES de 2014. À l'heure où l'émission est enregistrée, le salon n'est pas encore terminé. Et je reviendrai donc peut-être sur une nouvelle information la semaine prochaine. La chronique informatique, c'est fini pour aujourd'hui. À la semaine prochaine et bonne année. Merci Pierre-Emmanuel. Allez, continuons notre programme avec la chronique du patrimoine. C'est parti. De quoi nous parles-tu cette fois, Anthony ? Salut à tous. Cette semaine, je vais continuer à vous faire découvrir ou redécouvrir une partie du patrimoine aveyronnais à travers le petit mais très connu village de Conques. Comme nombre de lieux habités,
Conques tire son nom de la topographie locale, c'est-à-dire des reliefs alentours. Non loin du village, deux ruisseaux se rencontrent et forment une sorte de coquille, ou conca en occitan, d'où le nom du village. À Conques, les édifices sont tous ou presque bâtis en schiste, de la pierre des murs à la lauze des toits. C'est ce qui donne au bourg sa belle couleur ocre. Mais Conques est mondialement connu pour être une étape importante sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. C'est sans doute ce qui a motivé le classement du village au patrimoine mondial de l'humanité en 1998. La fondation de Conques paraît remonter au moins au 5e siècle, puisqu'à l'époque, il y avait déjà un oratoire dédié au Saint-Sauveur et entouré de quelques maisons. Détruit par les Sarrasins, ce bourg aurait été reconstruit vers 730 par Pépin le Bref. Dès cette époque, un monastère fut fondé et il adopta en 819 la règle de Saint-Benoît. La même année, Louis le Pieux érige Conques en abbaye impériale, la plaçant ainsi directement sous la protection royale. Mais la véritable naissance de Conques se situe au 9e siècle. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. En 866, un moine de Conques, Araviscus, parvient à soustraire les reliques de Sainte-Foy à une église abbatiale d'Agen. Cette pratique, qui peut paraître assez barbare, était en fait très répandue au Moyen-Âge. Ce vol pieux aurait immédiatement déclenché des miracles, ce qui provoqua la venue de nombreux pèlerins dans l'abbaye Rouergat. Il existe aussi une autre version, sans doute plus historique, à propos de l'arrivée des reliques à Conques. Au IXe siècle, les Vikings remontent la Garonne et attaquent les villes d'Agen et Toulouse. Pour protéger leurs précieuses reliques, les abbayes menacées les envoient dans le Massif central. Conques, situé près du Lot, et qui était navigable à l'époque, a sans doute hérité de ces ossements avec mission de les protéger. Avant d'aller plus loin, il convient de savoir qui était Sainte-Foy. La petite Foy naît en 290 à Agen, dans une riche famille gallo-romaine. Refusant d'abjurer sa foi chrétienne, elle est cuite sur une grille en bronze avant d'être décapitée, le tout à l'âge de 13 ans en 303. Les reliques n'avaient pas une grande réputation tant qu'elles se trouvaient à Agen, mais une fois qu'elles furent à l'abri de la Conques, les pèlerins ne tardèrent pas à affluer. La réputation et le pouvoir du monastère augmentèrent très fortement pendant 3 siècles, à tel point qu'il rivalisait avec la puissante abbaye de Cluny. Vers l'an 1000, un ouvrage allait encore accroître la popularité du lieu. Le livre des miracles de Sainte-Foy, rédigé par Bernard d'Angers. Il relate les nombreux miracles qu'aura accomplis la sainte. Parmi ceux-ci, on retrouve la guérison des aveugles, des boiteux, ainsi que la libération des prisonniers. Grâce aux dons qui affluent, un reliquaire en or à l'effigie de la sainte est sculpté en 960. C'est l'un des premiers de ce genre et l'un des rares au monde qui ait survécu aux aléas du temps. Mais cette statue est loin d'être le seul trésor, au sens propre du terme, présent à Conques. On y trouve également, parmi de nombreux autres, un reliquaire appelé le A de Charlemagne, en référence à sa forme, et qui est notamment censé contenir un morceau de la vraie croix, offert par Charlemagne lui-même. Cette pièce d'orfèvrerie, datée de l'an 1100, témoigne aujourd'hui encore de la première croisade, à travers l'autre relique qu'elle contient, un morceau du tombeau du Christ, ramené de cette terre sainte à cette occasion. Ce joyau a aussi une autre particularité. Selon certains historiens, une de ces gravures serait la plus ancienne représentation du Saint Graal, le calice qui aurait recueilli le sang du Christ. Dans un autre genre, la collection de 7 tapisseries du XVIIe siècle est très intéressante. Tissées à Felletin, dans la Creuse, elles ornaient autrefois la basilique. Elles font référence au culte de Marie-Madeleine, qui était presque aussi important à Conques que celui de Sainte-Foy. Un des événements les plus importants pour Conques est l'ouverture en 950 de la Via Podiensis, c'est-à-dire de l'itinéraire de pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle qui part du Puy et passe par Conques. Grâce à ce pèlerinage, Conques entretient des relations privilégiées avec l'Espagne. Elle participe en effet à la Reconquista, et plusieurs de ses anciens moines deviennent évêques dans la péninsule ibérique, tel Pierre d'Andouc, originaire de Conques, qui devient évêque de Pampelune en Navarre en 1082. Avec la libération du Saint-Sépulcre de Jérusalem en 1099, l'euphorie s'empare des États chrétiens. Le pape Pascal II dote l'abbaye d'un morceau du tombeau du Christ, mais aussi d'une bulle papale, c'est-à-dire d'un acte qui mettait Sainte-Foy au même rang que les apôtres, et par là même Conques au même rang que Saint-Jacques de Compostelle, Rome ou Jérusalem. À partir de là, le culte de Sainte-Foy se développe un peu partout. Par exemple, une chapelle lui est consacrée en 1105 dans le déambulatoire de l'église Saint-Jacques de Compostelle. À la même époque, les protecteurs de Conques accèdent au titre d'empereur germanique et ils font une donation au monastère de Conques de leur terre de Célestat en Alsace. Les religieux rouergats vont alors y fonder un monastère et une église qui est toujours dédiée à Sainte-Foy. Pour Conques, le XIe siècle est l'apogée. À l'époque, ce n'est pas seulement un petit village comme aujourd'hui, mais une des premières villes du Rouergue, avec près de 3000 habitants. Le bâtiment qui témoigne le plus de cette puissance
Le bâtiment qui témoigne le plus de cette puissance est l'église abbatiale, qui est construite à cette époque sur un plan caractéristique et assez nouveau. Avec son déambulatoire qui fait le tour du chœur, il s'agit sans conteste d'une église de pèlerinage. Le plus marquant sur cet édifice est sans doute le tympan. Il faudrait des heures pour le décrire et le commenter, mais je vais vous faire un petit résumé. Le tympan de Conques présente la scène du jugement des âmes avant leur entrée soit au paradis, soit aux enfers. Au centre de l'œuvre, on trouve Jésus, et de part et d'autre, à gauche le paradis et à droite les enfers. Comme chez les Égyptiens de l'Antiquité, il y a une pesée des âmes. Celles qui sont légères et donc pures rentrent au jardin d'Éden, et les autres vont au Tartare. Les châtiments infligés par Satan sont censés faire peur aux croyants et les faire revenir sur le chemin de la piété et de l'honnêteté. Du côté des enfers, on peut observer par exemple au milieu de nombreux monstres, un avare pendu la bourse au cou et un couple adultère. Dans la partie réservée au paradis, on retrouve bien entendu les apôtres, mais aussi Sainte Foy et d'autres personnages importants. C'est déjà à la fin de cette chronique, mais si vous désirez en savoir davantage sur Conques, et en particulier sur son fabuleux tympan, vous pouvez vous référer au site internet art-roman-conques.fr. C'est d'ailleurs de celui-ci que la plupart de mes informations sont tirées. Je répète, art-roman-conques.fr. À la semaine prochaine. Merci Anthony. Bon, notre caféine avait été fait à 3, vous l'avez entendu, Marie était absente, mais elle m'a passé les musiques qu'elle souhaitait vous faire écouter. Il semblerait qu'elle se soit attardée sur le thème de l'hiver, car elle voulait vous faire écouter le 3e mouvement de l'hiver du célèbre compositeur baroque Vivaldi. Présence avance avec vous. C'était le 3e mouvement de l'hiver du concerto des 4 saisons de Vivaldi. Ensuite, écoutons le Jardin d'hiver. Je voudrais du soleil
d'hiver, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Je voudrais du Fred Astaire, revoir un latte coère. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre comme au long des golfes clairs, embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Dans mon jardin d'hiver. Voilà, c'était tout pour les minutes musicales de caféine. Après avoir un peu pratiqué la sonothérapie, c'est parti pour Bliss et Natura. La semaine dernière, je vous avais parlé d'une algue très riche et bénéfique nutritivement parlant, et je vous avais dit que les Amérindiens utilisaient cette algue pour nourrir une large population, en cas de famine notamment, en combinaison avec une autre plante dénommée maca. Eh bien, c'est de cette dernière plante dont je vous parlerai cette semaine. Aussi surnommée le ginseng péruvien, cette plante est originaire du Pérou. Elle pousse en effet à très haute altitude, entre 3000 et 5000 mètres. Elle était considérée comme sacrée par les Incas et était à cette époque majoritairement réservée aux élites et aux soldats pour les fortifier durant les batailles. Bon, commençons par les vertus nutritionnelles de la maca, avant de parler de sa principale vertu qui fait sa renommée. C'est une plante riche et complète. Elle contient de 10 à 15% de protéines, 16 minéraux différents, principalement du potassium, du phosphore, du calcium et du soufre, mais aussi du fer et du magnésium entre autres, 7 vitamines ainsi que 19 acides aminés. C'est une plante très nutritive qui, si elle est moins riche que la spiruline, n'en est pas moins très bénéfique pour le corps, évitant les carences et aidant à l'équilibre de l'organisme. La maca est excellente pour le système nerveux et pour lutter contre le stress. Elle contribue au bien-être général et aide à être plus performant sur le plan physique, mental et nerveux. Mais aussi, et c'est cette vertu qui a, semblerait-il, fait sa renommée, la maca est un aphrodisiaque de premier ordre pour l'homme comme pour la femme. Je ne vais pas vous faire une liste exhaustive des problèmes et pathologies pour lesquels la maca est recommandée, car bon, si je peux éviter de m'étendre sur un seul sujet, tant qu'à faire. Mais je dois bien avouer que j'ai été relativement surpris d'apprendre que c'était cette dernière vertu qui est à l'honneur. Bon, allons-y, et pour l'anecdote, je n'invente rien, juré, sachez qu'on le surnomme la maca le Viagra péruvien ou Viagra du Pérou. Bon, enfin, parlons bien, les problèmes de libido, de frigidité, les troubles érectiles et ce que nous pourrions nommer le défaut de vigueur sont entre autres des problèmes que la maca peut résoudre.
Je suis sûr que Pierre Desproges trouverait la situation plus qu'adéquate pour une de ces superbes tirades situées au-dessous de la ceinture. Oui, mais je ne me sens pas l'âme d'un Desproges pour cette fois. Peut-être une prochaine. Mais enfin, la maca n'est pas qu'un simple aphrodisiaque. Elle est aussi efficace, voire plus efficace que les autres, mais n'en a pas les effets secondaires, d'autant qu'elle est ce que les scientifiques appellent une plante adaptogène, c'est-à-dire une plante qui agit de manière non spécifique sur l'organisme. C'est le corps tout entier qui est dynamisé par la maca. Elle dispense une énergie globale qui permet de répondre aux besoins de l'organisme lors de situations stressantes, par exemple, et permet de mieux les gérer. Ces plantes adaptogènes ont souvent aussi des vertus aphrodisiaques et sont assez peu nombreuses en vérité, car un nombre assez restreint de plantes redonne force physique globale tout en régulant le système nerveux. Enfin, une plante très bénéfique pour notre être tout entier, mais qu'on utilise surtout pour ses vertus aphrodisiaques. L'extrait de concentré de tubercule de maca serait la manière la plus efficace d'en consommer. Il est recommandé de prendre des doses de 350 à 550 mg 3 fois par jour. Mais le dosage varie apparemment beaucoup d'un praticien à l'autre. Enfin, si ça vous intéresse, je vous invite à vous renseigner sur internet. Pour approfondir le sujet ou trouver une bonne adresse pour acheter telle ou telle plante, je vous conseille le site Monsieur Ginseng. Je posterai le lien de la page correspondante sur notre page Facebook. Je vous rappelle que notre profil est Caféine Figeac. Bliss et Natura, c'est tout pour aujourd'hui. Caféine ! C'est tout pour cette semaine. Nous vous rappelons que vous pouvez retrouver ces chroniques et toutes celles qui les ont précédées sur notre page Facebook ou sur YouTube. Notre profil est Caféine Figeac. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain avec l'équipe au complet, je l'espère, pour une nouvelle émission. Bonne soirée sur Radio Présence.